grain, l'émission qui va en diriger tes oreilles et ton esprit. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Jeudi de 21h à 22h. Tout est école, tout est enseignement. Plus 93.3. Rien n'est simplement récréatif. Tout est école, tout est enseignement. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Chers auditeurs, chères auditrices, chers publics, Aou Bismillah, bienvenue au Grain, comme tous les mercredis soirs de 21h à 22h sur le 93.3 Radio Campus Clermont-Ferrand. Ce soir, émission spéciale car nous avons le plaisir d'organiser cette petite causerie en direct du Café Lecture des Augustes, lieu que nous connaissons par ailleurs très bien et où nous aurons le plaisir de vous retrouver ce vendredi à 20h30, mais nous aurons l'occasion d'en reparler sûrement en fin d'émission. Émission toute particulière aussi parce que nous allons évoquer tout au long de la soirée la vie et l'œuvre de celui que nous présentions lors du tout premier Grain sur cette émission sur l'amour, celui que nous présentions comme notre parrain spirituel, Monsieur Amadou Hampâté-Bâ. À mi-chemin entre Nelson Mandela, à qui nous avons consacré un grain, et Cheikh Ahmadou Bamba, à qui nous avons aussi consacré un grain. Cette grande figure malienne a été tour à tour, ou tout à la fois, historien, ethnologue, écrivain, poète et conteur. Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase prononcée en 1962 au Conseil exécutif de l'UNESCO. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Notre homme n'a eu de cesse, jusqu'à sa mort, d'être un infatigable messager construisant des ponts entre la civilisation occidentale et la civilisation africaine, mais aussi entre les différentes religions monothéistes. Il fut l'un des premiers intellectuels africains à recueillir, transcrire et expliquer les trésors de la littérature orale traditionnelle ouest-africaine, contes, récits, fables, mythes et légendes. Alors quoi de mieux pour parler d'Amadou Hampâté-Bâ que d'inviter un conteur, qui plus est fervent admirateur d'Amadou Hampâté-Bâ, le conteur et musicien professionnel Hassen Ayesh. Bonsoir Hassen. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir messieurs, mes fidèles habitués du Grain. Bonsoir Raymond. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir Maxime. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir à toute l'équipe de Radio Campus qui est ici, à la technique ce soir qui va épauler notre brillante DJ Fio, Monsieur Bruno à la technique et tout le reste de l'équipe de Radio Campus. Merci beaucoup à tous d'être là. Avant même de donner la parole à Hassen, on va écouter Amadou Hampâté-Bâ nous donner lui-même sa définition de ce qu'est la tradition orale. Amadou Hampâté-Bâ. C'est l'enseignement à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Que c'est que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit, il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question de... C'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît.
Voilà, Amadou Pateba, donc il nous explique que donc tout est enseignement, tout est école, comme on l'entendait dans le générique. Donc quand j'ai proposé à Hassan un travail qui devrait nous présenter au mois d'avril sur le compte initiatique de Kaidara, la première chose qu'il m'a dit, c'est avant même de travailler ce compte, j'ai besoin de me plonger dans les mémoires d'Amadou Pateba, donc mémoires que je vous conseille vivement, en 2 tomes, Amkoulel l'enfant Peul, pardon, et Oui mon commandant. Donc, Hassan, j'aimerais savoir pourquoi, pour rentrer dans le conte, tu as eu besoin de rentrer d'abord, de connaître déjà sa vie, d'où il vient, et donc par la même occasion, te présenter toi-même, rapidement peut-être, et nous présenter justement d'où vient Amadou Pateba. Donc je me présente Hassan Ayesh et on dit que je suis un conteur. Moi je ne dis pas que je suis conteur. Celui qui dit que je suis conteur, peut-être que je suis conteur. Musicien aussi, donc j'accompagne les histoires avec la musique. Mais surtout, je veux juste faire une petite parenthèse. Pourquoi le conte, pourquoi les histoires et tout? Peut-être parce que j'ai aussi cette fibre du côté maternel, ou historiquement parlant. Mes racines viennent aussi je dirais, d'une province d'Afrique subsaharienne noire. Et héritier aussi de la transsaharienne concernant l'histoire de l'esclavage. Voilà. Je dois avoir peut-être une fibre de ce côté-là. Donc me replonger sur les mémoires d'Amadou Pateba. Donc une petite anecdote, lorsque Mathieu m'a appelé, j'étais dans mon bureau. Et en fait, j'avais quasiment toute la bibliographie d'Amadou Paté. Je tourne la tête, je dis Mathieu, tu vois, là tu me parles et Amadou, il est tout près de moi. En fait, c'est une personne que j'ai découvert depuis maintenant une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans. Et en fait, sa personnalité m'a frappé, sa vie m'a frappé, son parcours m'a frappé. Et je trouve que c'est une personne d'une grande, je dirais, à la fois, c'était une personne d'une grande humilité et d'un très très grand savoir. D'ailleurs, lui, il détestait qu'on le définisse comme sage. Voilà. Il avait l'impression de ne rien savoir, même jusqu'au bout de sa vie. Pourquoi j'ai eu le besoin de me replonger dans les mémoires? Ben, cela va de soi. Pour moi, c'est l'évidence même que il le dit très bien lui, à travers l'enseignement qu'il a reçu de Thierno Bokar, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Comment puis-je moi parler d'Amadou Pateba si je n'ai pas fait un plongeon dans son univers, à la fois à travers ses mémoires et ses œuvres, en partie ses œuvres qu'il a écrites. Alors, avant même de rentrer justement dans la vie d'Amadou Pateba, nous dire 2 mots. On est au Mali, à Bandiagara, donc proche du pays d'Ogon. Oui. En 1900, donc début du XXe siècle. Amadou Pateba, né dans quel contexte historique? On est pendant la colonisation française. Alors avant la colonisation, si je peux me permettre, donc il y a eu quand même un empire. L'empire Massina Peul, qui était très très étendu, partant je dirais, du Couchant au Levant. Pour ne pas dire l'Afrique de l'Ouest et jusqu'à l'Afrique de l'Est par le Niger. Donc, et il y a eu des confrontations, à la fois de chefferie, ethniques aussi. Et lui, il est arrivé dans ce contexte. Excuse-moi, parce que le peuple Peul, du coup, est un peuple nomade. C'est un peuple nomade, voilà. Donc on dit même descendre, selon les légendes, descendre du roi Salomon, donc d'Éthiopie même, berceau de l'humanité. Et donc ces Peuls sont assez fiers justement de revendiquer ces origines mythiques d'Afrique de l'Est, et justement dire qu'ils sont allés, comme tu dis, en passant par le Niger jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et un peuple d'autant plus fier parce que c'était un peuple, c'est toujours un peuple pasteur.
Donc une occupation de grands espaces où il n'était pas limité à un seul territoire. Et il y avait plusieurs, je dirais, plusieurs ethnies aussi dans le courant Peul. Et Amadou, il arrive dans ce contexte qui est quand même assez perturbé, non seulement par les guerres presque fratricides, et aussi l'arrivée de la conquête de l'islam à travers Ousmane Dan Fodio en 1830, et à la suite El Hajj Omar, qui lui a installé un islam non seulement politique, mais de conquête. Il faut dire qu'aussi, lorsqu'il y a eu ces confrontations, son père et son oncle ont échappé justement à l'éradication du nom empâté. Voilà. Donc il est arrivé quand même dans un contexte qui est assez particulier, très mouvementé déjà à l'intérieur du territoire, et par là même, qui plus est, l'arrivée aussi de la colonie française. Alors, voilà. Ce que je te propose, c'est d'écouter, tu nous as ramené un petit morceau de traditionnel Peul. Oui. Je te propose d'écouter 2 minutes de flûte Peul pour nous mettre directement dans le bain, et ensuite on rentre de plein pied dans la vie d'Amadou Hampâté-Bâ. Voilà, merci Hassen pour cette petite pépite que tu nous as ramené pour nous mettre dans le bain. Donc, tu nous le disais, Amadou Hampâté-Bâ est arrivé dans un climat assez particulier, assez mouvementé. Est-ce qu'on pourrait donc essayer de tracer le parcours de cet homme que je rappelais en introduction, à la fois écrivain, poète, historien, ethnologue, conteur, fervent défenseur donc de la tradition orale. Est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes, les moments clés de la vie d'Amadou Hampâté-Bâ? Au moins ce qui toi t'a touché. Ce qui m'a touché, enfin, pour parler d'Amadou, on ne peut pas parler aussi de ses parents, qui sont quand même issus de la noblesse. Famille aristocratique. Absolument. Et il faut dire qu'Amadou, à l'âge de 3 ans, il a perdu son père, en fait. Sa mère, elle s'est remariée avec Tijani, qui lui était un chef. Voilà. Et non sans peine, parce qu'en fait les deux clans n'étaient pas pour ce mariage. Déjà, il y avait quand même cette distorsion dont Amadou a vécu de façon assez, je dirais, douloureuse. Et donc lorsqu'il a perdu son père, je dirais, sa famille, à l'arrivée des colons en 1904,
et ils ont quitté justement l'endroit où ils étaient à Bandiagara pour s'installer dans un territoire du Mali, un pays Bambara. Suite à ça, dès l'âge de 8 ans, quand il est allé à l'école, parce qu'à l'époque c'était l'école coranique, il a rencontré un moment très très important, le premier moment je crois et le plus important de sa vie qu'il n'a jamais quitté, c'est Thierno Bokar, son maître spirituel. Voilà. Cette rencontre, elle a été pour lui quelque chose de, je dirais, de fondamental dans sa vie. Ça a une énorme influence quant à sa façon de penser, sa façon de voir les choses de la vie. Et il lui a tout dit, il lui a tout donné. C'est ce qu'il disait. Oui, parce que là, on a un contexte, donc c'est un islam soufi. On en a suffisamment parlé dans les émissions précédentes, où justement le disciple a l'habitude justement de se vider totalement pour se remplir de l'être de son propre maître. Et quand tu dis qu'il n'a eu de cesse de le suivre, c'est même presque un faible mot. Et d'ailleurs, il lui a consacré un superbe ouvrage aussi qu'on conseille, qui est Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Bandiagara. Donc je te laisse continuer, excuse-moi. Effectivement, ça a été je dirais, la rencontre de Thierno Bokar a été déterminante dans son parcours à la fois mystique, enseignement de vie aussi. Le sacré pour lui, c'était le fondement aussi de la tradition. Et faut dire que Amadou, à cette époque-là, c'était un enfant très intelligent et qui n'est pas passé, je dirais, inaperçu aux yeux des colons. Il a été réquisitionné. Parce qu'à l'époque, en fait, on réquisitionnait les fils de chefs pour en faire des élites, afin qu'ils puissent répondre totalement à leur propre politique. Voilà. Dans les fameuses écoles des otages. C'est ça. C'est comme ça, l'école était officiellement appelée école des otages. Donc en 1912-1913, il a été réquisitionné comme fils de chef pour l'école primaire, puis pour l'école régionale. En 1915, il a obtenu son certificat d'études et il s'est enfui pour rejoindre sa mère à Bamako, donc à 500 km de là où il était. En 1917, il retourne à l'école à Kati et puis à l'école régionale de Bamako et il repasse une seconde fois le certificat d'études. Il prépare le concours d'entrée à la prestigieuse école normale de William Ponty, et ça c'était au Sénégal, à Gorée, qui menait un niveau de brevet élémentaire. En 1921, il a été admis à l'école normale. Et sa mère, elle s'oppose totalement à ce qu'il continue justement ses études. Alors en punition, un commandant de cercle, pour le punir, alors là je vais intervenir, c'est un moment clé aussi, un deuxième moment clé de sa vie, parce que je vais dire un mal pour un bien. Pour être puni, en fait, ils l'ont transféré à 700 km de chez lui et de sa mère, pour qu'il puisse justement être à 900 km, c'est-à-dire en Haute-Volta. À l'époque, c'était le Burkina Faso. Et donc cette punition elle l'a servi parce que non seulement il devait faire ça à pied, et il a fait 200 km à pied avec un garde pour pas qu'il s'enfuit, et le reste il a fait à cheval et donc en barque. Mais ça lui a un mal pour un bien. Pourquoi un mal pour un bien? Parce qu'il s'est arrêté à chaque village. Et à chaque village, il demandait à voir un chef, ou un griot, ou un ancien. Et à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte, il a pris conscience du travail de récolte, c'est-à-dire de collectage, du contexte historique, de l'endroit où, à chaque moment où il se trouvait. Donc il a commencé à collecter à partir de ce moment-là. Et ça n'a plus quitté en fait. Voilà. Et pourquoi un mal pour un bien? Parce qu'il a commencé à travailler ce travail de collectage.
Et il a rempli des cahiers et des cahiers. Le voyage a duré 2 mois. Et lorsqu'il est arrivé à Ouagadougou aussi, au Burkina Faso, il a continué son travail. Voilà. Donc il s'est enrichi et comment dire en 1933, à l'âge de 33 ans, il a pris congé auprès de son maître. Troisième moment très très important, c'est-à-dire qu'il s'est retiré de tout pour pouvoir continuer l'enseignement auprès de son maître. Donc c'est un enseignement qui est très très poussé, dans le sens où il va lui apprendre les rudiments, en fait l'ésotérisme. Il va rentrer dans dans un univers mystique très très poussé par le biais de la confrérie des Tijanéens. C'est-à-dire les symboliques cachées, on va dire, du livre sacré du Coran. Voilà. Donc il est resté près de 6 à 7 ans, quoi. Et en 1937, il a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi problème? Parce qu'à l'époque, la confrérie Tijaniya, elle dérangeait énormément la colonie française. Et il a été poursuivi. Moment très important et moment clé, il a rencontré Théodore Monod à cette époque-là, qu'il a quasiment, presque, on va dire, sauvé. Et il a fait rentrer justement dans son institut, l'institut qu'il avait créé, l'Institut français de l'Afrique noire. Et le travail qu'il avait commencé à travers ce voyage, lorsqu'il a été, je dirais, entre guillemets, puni, et il a pu le poursuivre davantage, mais de façon officielle, avec Théodore Monod. Voilà, ça c'était un passage aussi qui était très 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 important. Et il a pu poursuivre, je dirais, son travail d'ethnologue, afin de faire des recueils sur la tradition orale. C'est quelque chose qui le tenait très 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 à cœur, parce qu'il s'était rendu compte que les villages grossissaient et les villes naissaient. Et plus les villages grossissaient, plus les villes naissaient, et plus les valeurs traditionnelles, qui plus est orales, elles s'amenuisaient. Donc il a tiré la sonnette d'alarme et il a fait un énorme travail de ce côté-là, quoi. Voilà. Il continue à l'âge de 43 ans et il reçoit l'initiation Peul d'un grand Silatigui, c'est-à-dire un grand maître Peul, Ardo Dembo. Et donc, tout d'ailleurs, à travers, je dirais, cette initiation, c'est très très important, il va publier un texte qui s'appelle Koumen, et il publiera ensuite Kaïdara. Le fameux conte autour duquel on s'est rencontrés. Donc on a vu Amadou Pateba, un brillant élève, a finalement choisi, ou on l'a choisi pour travailler pour l'administration coloniale. Ensuite ou pendant, il a toujours été féru et a toujours voulu aller plus loin dans son initiation mystique musulmane. Même, donc tu l'as dit, et n'a pas hésité à rejoindre son maître Tierno Bokar. Il a travaillé aussi, il a collaboré avec Théodore Monod à l'IFAN, donc l'Institut français d'Afrique noire. Et il a été aussi ambassadeur à l'UNESCO plus tard, là où il a prononcé cette fameuse phrase. Est-ce que tu vois un autre moment clé, avant qu'on entende pour une seconde fois Amadou Pateba, un moment clé? Alors là, je te coupe déjà au bout de 43 ans. Mais parce qu'il faudrait pas que ça dure 43 minutes aussi. 43 ans, alors qu'il va en vivre 91. Est-ce que, avant d'entendre même Amadou Pateba une deuxième fois, est-ce que tu voudrais peut-être insister sur un moment clé? En fait, après, ça a été une suite je dirais, par rapport au travail qu'il a fait avec Théodore Monod. Il a reçu des prix pour ses travaux, en fait. Et l'ironie du sort, c'est que l'administration française, elle lui propose un poste de délégué, un délégué du Soudan à l'Assemblée constituante à Paris, chose qu'il a totalement réfutée et refusée. Voilà. Donc bien sûr avec ses travaux à l'UNESCO aussi. Et là, il a, son travail a été d'autant plus, je dirais, poignant quant à
l'insistance sur la tradition et l'initiation, quoi. Il n'a pas arrêté de travailler sur ces thèmes-là, qui étaient très, très importants. On va en parler tout de suite après. Si tu veux, je te propose d'écouter Amadou Mpateba pour une seconde fois et tout de suite après rentrer dans le vif de ton sujet, la tradition orale, le conte, et même je crois que tu es venu avec un instrument donc pour nous offrir peut-être un petit conte. Donc tout de suite on va écouter Amadou Mpateba. N'est pas la même en Europe qu'en Afrique. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en Afrique, en Europe, quand vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, c'est de la sincérité. Et chez nous, c'est une insolence. Alors, en Europe, pour respecter, on se décoiffe. Et en Afrique, on se déchausse. Vous voyez, des fois, on a des choses pour aller le même vite, mais nous empruntons des chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne. Vous voulez aller au sommet de la montagne, mais chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne suivez pas la même sinuosité. Comment vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez pour dire que la vérité est une, mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur. Alors si on dit que cette couleur n'est pas blanche, mais elle provient de la couleur blanche, et unique. Alors donc, tous les hommes partout ont quelque chose de commun. Il faut chercher cette communauté pour bâtir l'homme de demain, l'homme universel. Il faudrait que la tradition occidentale se considère comme une des rails du chemin de fer et que la tradition africaine se considère comme l'autre. Alors les deux sont nécessaires pour que la locomotive se déplace. Mais ils sont parallèles, mènent à la même gare, mais il ne faut pas les mélanger. Parce qu'il y a des fois où, évidemment, il y a des, comment vous appelez ça, les tiges qui réunissent les deux barres sur la terre. Il y a des moments où on se rencontre, mais ce n'est pas toujours pareil. Alors donc, il faut accepter d'être l'un à l'écoute de l'autre. Et au moment où l'Européen écoute l'Africain, il faut qu'il cesse d'être européen pour être un élève ne connaissant absolument rien, accepter qu'il ne sait pas. Et alors parce qu'on dit chez nous, celui qui sait qui ne sait pas saura. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas ne saura pas. Et on a fait ça comme un petit poème peul. Et dunya neɗɗo kala dañanko jeyi so wonto yi koma ko am koma waɗɗo yima kam mi lamɗo yoɗo ma ko ɗum wonoyta nden ko am. Sur cette terre chaque chose doit avoir chaque être doit posséder quelque chose. S'il advient que ce qui est à toi, ce qui est à moi est à toi, force est pour moi de te demander quel va être pour moi. Amadou Mpateba, je vous ai entendu sourire un petit peu à ces propos. C'est vrai que Amadou Mpateba avait le don, enfin, il me semble, de pouvoir exprimer des choses très fortes, mais toujours avec un petit fond d'humour, de malice. Et d'ailleurs, il aimait à rappeler que trop sérieux n'est pas très sérieux. Et dans les propos qu'il a dit, on pourrait résumer ses propos par un proverbe que j'aime bien, donc que j'avais même utilisé sur la première émission, qui dit qu'une calebasse pleine ne peut pas recevoir d'eau fraîche. Et quand il dit que l'Européen doit se mettre à l'école de l'Africain pour connaître l'Africain, c'est inévitable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est inévitable d'essayer d'oublier ce que l'on sait, au moins un instant, pour se mettre justement à l'école de l'autre. Tout à fait, je rejoins ce qu'il disait. En fait, ça reste quelque chose d'universel et d'immuable, dans le sens où moi, quand je l'entends dire ça, ça me fait penser lorsque je vais dans un pays étranger où je ne connais pas la culture, où je ne connais pas les us et coutumes, eh bien, quelque part, je me vide de ce que je connais et de ce que je sais pour pouvoir m'adapter justement à cette culture et à ces us et coutumes, du moins le peu de temps que je vais rester. Et je pense que si on adopte ça, tout va bien.
C'est la clé de la compréhension mutuelle, du dialogue. Et Amadou Hampâté-Bâ disait que tout conte était plus ou moins initiatique, car tout conte avait quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. J'aimerais du coup qu'à partir de cette phrase, peut-être cette définition, tu puisses déjà, toi, nous donner ta définition du conte. En tant que conteur, je sais que moi j'ai le droit de te le dire apparemment que tu es conteur. Donc en tant que conteur, est-ce que tu peux nous donner ta définition du conte? Oui. Alors ma définition du conte. Le conte, c'est pour moi le conte, c'est souvent ce que j'entends dire en fait ici, c'est que le conte c'est pour les enfants. C'est quelque chose, c'est du divertissement. Déjà de culture maghrébine, moi. Et aussi africaine un petit peu par mes racines. Je dis que le conte c'est plus que ça. C'est un message. Bon, c'est un message d'hier pour demain. Et quand on écoute une histoire, bien sûr on va écouter une histoire pour sa fantaisie, mais aussi pour le sens caché. Et chaque personne et chaque tranche d'âge va prendre cette histoire à son compte. Et moi je dis que le conte en fait c'est quelque chose de très 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 fort. Surtout dans la tradition, quand on revient à la tradition orale africaine, c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que c'est un enseignement. C'est un enseignement de vie. Où chaque personne, lorsqu'elle va écouter naturellement un conte, elle va évoluer. Ce conte, il va le faire évoluer aussi à travers son chemin de vie. On entendait dans le début d'émission qu'il nous parlait même, quand il parle de tradition orale, il fait référence aux mathématiques, à la philosophie, à la morale, à la géologie, la géographie, la biologie. Donc quand tu dis qu'ils prennent ça au sérieux, c'est même plus qu'au sérieux. À défaut de livres, l'enseignement se trouvait de façon dans les contes, les maximes. Il y a aussi beaucoup de devinettes. Les devinettes Bambara sont très réputées, les devinettes Peul. Les proverbes aussi. Les proverbes. Est-ce que tu veux d'emblée nous partir sur un conte justement pour illustrer, parce qu'à la limite il y a rien de tel pour illustrer le propos. Bon, en parlant de proverbes, je vais dire justement concernant la parole, si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi et écoute-le. Peut-être en l'écoutant, peut-être. Je dirais, écoute-le, peut-être qu'en l'écoutant, tu sauras pourquoi il ne t'écoute pas. N'appelle pas le chat pour mettre d'accord deux oiseaux. Donc vous voyez, c'est des paroles qui sont simples, mais qui ont un sens quand même assez profond. Les proverbes. Si l'arbre savait ce que la hache lui réservait, il ne lui fournirait certainement pas le manche. Voilà. Donc tout ça, c'est des paroles d'enseignement. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Voilà. Se taire ou dire les choses qui vaillent mieux que le silence. Voilà. Donc je vais vous raconter un conte que Amadou Hampâté-Bâ a très bien, je dirais, illustré dans une de ses œuvres. Ça s'intitule Le roi et le fou. Il faut toujours un fou pour enseigner un roi, un tyran. Mon conte se déroule comme un fil. Ce conte a existé, il existe et il existera. Il était une fois, dans une province reculée,
roi, du moins un royaume. Ce roi avait fait construire son palais au pied d'une grande falaise. C'était un roi, disait-on, qui ne ménageait pas sa peine. Les gens avaient peur de lui. À chaque fois qu'une personne se faisait convoquer, elle avait peur d'être insultée, elle avait peur d'être maltraitée, elle avait peur d'être battue. C'est ce qui se passait. Il voulait tout savoir, il voulait tout connaître, il voulait être au-dessus de tout. Il disait Dieu en haut et moi ici en bas. Or un jour, il avait appris dans un petit village qu'il y avait un sage. Et tous les gens allaient le consulter pour demander des conseils, pour régler quelques petits soucis. Ça n'était venu aux oreilles de ce roi. Aussitôt, il a envoyé ses soldats. Ils sont venus le chercher. Le voilà devant le roi. Ainsi donc, il paraît que tu connais beaucoup de choses. Seigneur, je ne connais que ce que je sais. Et ce que je sais n'est qu'une petite goutte face à l'océan de toutes les connaissances du monde que je peux savoir. Ainsi donc, tu ne sais rien et tu prétends être un grand sage, être le plus grand connaisseur et tout le monde va te voir. Eh bien, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais te poser une question, ainsi soit-il. Tu vas me dire, du mortier ou du pilon, lequel des deux fait le plus de bruit et lequel fait le bruit? Ah, il avait réuni, bien sûr, toute sa cour. Il avait réuni tous les gens du village pour pouvoir humilier ce fameux sage que tout le monde vénérait. Alors, le sage, il a dit, ô cher roi, ô grand seigneur, le bruit vient des dieux. Il vient du pilon et il vient du mortier. Eh bien, voici la deuxième question. Si le bruit vient des deux, lequel des deux donne le plus d'intensité? Alors tout le monde dans l'assemblée se tournait, discutait, chuchotait. Et le sage, il n'a pas su quoi répondre. Ainsi donc, hein? Tu prétends être grand sage et tu ne peux pas répondre à une question si minime soit-elle. Voyez donc, a-t-il dit devant toute l'assemblée, toute sa cour. Et à ce moment-là, au fond de cette cour, un fou, un homme, il arrive, il écarte tous les gens, il les pousse, il arrive, il se trouve devant le roi, et il se trouve devant le sage. Et il se met à rire, et il approche. Il s'approche devant le roi, et il lui inflige une gifle, tant et si forte et tant et si sonore que tout le monde l'a entendu, elle a fait un écho justement dans la montagne. Et il se met à rire. Ô grand seigneur, ô grand roi, lequel? Est-ce que c'est de ma main ou de ta joue qu'est venu le bruit? Et de quelle intensité? Et là, tout le monde s'est mis à rire. Et le roi n'a pas su quoi répondre. Et on dit justement qu'il faut toujours un fou pour instruire un roi. Tout ça pour dire, à travers ce conte, si on le détaille un petit peu, et qu'on ramène ça à l'actualité, que ce soit en Chine, la place Tiananmen, à un moment donné, ce jeune homme qui s'est mis justement devant les chars, est-ce que c'est pas la folie qui l'a amené justement à affronter ce tyran, ce système tyrannique? Je reviens aussi très récemment à la Tunisie, ce jeune homme qui s'est immolé par la folie et qui a bouleversé justement tout un régime, tout un État.
Donc, pour dire que un conte, cette histoire-là, elle révèle non seulement une certaine vérité, mais elle enseigne en fait qu'à un moment donné, coûte que coûte, les gens vont être poussés à leur folie et puis ils vont faire les pires choses auxquelles personne ne s'attend. Voilà. Ouais, je te remercie vraiment de nous avoir offert ce conte. Tu parlais donc on parlait du rôle de l'enseignement, et t'en es venu à parler du rôle du conte de la folie dans la société. Même il y a aussi un rôle que joue le conte dans la société africaine. C'est tu sais, lorsqu'on veut reprocher à quelqu'un son comportement ou lui faire prendre conscience de certains de ses défauts, il est de bonne éducation de ne pas lui dire directement. Et justement, on va passer souvent par le conte ou un proverbe qui devrait faire normalement écho justement à son comportement. Et souvent même, on dit que l'homme, en reconnaissant ses défauts à travers le conte, souvent même il va exploser il va s'esclaffer, il va rigoler, et ce qui a le don aussi de justement désamorcer une bombe, puisque comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, il n'y a pas de petite querelle, il y a juste un manque de combustible. Donc d'où le but en Afrique de l'Ouest, en Afrique traditionnelle, d'éteindre à chaque fois le petit feu qui va s'allumer, tout de suite veiller à l'éteindre, puisque on ne sait pas justement quel combustible pourra faire de ce petit feu, peut-être en le transformant en feu de brousse, en feu de forêt, et mettre le feu à tout le village. Ça peut partir d'une petite plaisanterie, ça peut partir d'une petite blague. Je vais te tailler je vais te saboter sur ton pull, même t'as un très beau pull, la scène, mais sur ton pull, je ne sais pas, ou sur hier tu es venu, je ne sais pas, chez moi et tu as dégringolé, je ne sais pas, je dis une bêtise, et ça peut se transformer en feu de brousse. Tout à fait. Selon le combustible. Donc vraiment, c'est tout ça, c'est pour en venir vraiment à l'importance du conte, qui est bien au-delà du simple divertissement pour les tout petits de 3 à 12 ans. On approche doucement de la fin de l'émission. Je voudrais quand même que tu nous dises, toi, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit à quel point tu m'as même confié qu'il y a certains contes, tu as arrêté de compter parce que ça bouleverse. Oui. C'est-à-dire que ça vient remuer des choses profondes qui sont en moi. En fait, un conte, quand une personne, un conteur, il choisit un conte pour pouvoir le dire. Parce qu'il n'est que passeur, le conteur. Le conte est là depuis la nuit des temps. Il est là, il se trouve au moment où il a envie de le dire, parce qu'il y a des choses en lui, il y a des choses dans le conte qui vont parler à l'intérieur de lui-même. Donc ils vont éveiller certaines choses à l'intérieur de lui-même. Et en fait, moi, en ce qui me concerne, lorsque je choisis un conte, je le désosse totalement, pour pouvoir connaître le sens de toute la symbolique, la symbolique et de chaque détail qui donne un sens très très précis à la valeur de l'histoire et au message qu'il veut traverser. Et je trouve que c'est très important dans le sens où si on n'est pas au clair avec ça, on peut pas on peut pas le transmettre. On peut pas le transmettre. Et c'est vrai qu'il y a des contes pour moi que j'ai lus et que j'avais vraiment envie de dire, mais je me suis dit, là c'est pas le moment, parce que c'est tellement un gros morceau qu'il va falloir que je mette peut-être des années avant de le dire, avant de le raconter, parce que il faut d'abord, le désosser, l'intégrer et le digérer. Et comment il résonne en moi pour que je puisse le transmettre. Voilà. Et connaître tous les sens cachés et toute la symbolique pour ne pas faillir à ce conte. Parce que je ne suis que passeur. Je dois respecter justement les symboliques qui sont très très fortes et le message que le conte veut faire passer. Oui, c'est ça, tu vas désosser le conte, mais tu vas veiller à ne surtout pas toucher à l'ossature. À l'ossature. Par contre, je vais l'adapter avec mes mots, avec ce que je suis moi.
mais la colonne vertébrale, elle reste en fait. Et je le mets en chair et tout, mais l'ossature, elle est toujours là. C'est ça, et c'est ce qui fait, je dirais, c'est ce qui fait l'authenticité du conte. Et c'est elle justement qui nous relie à la nuit des temps, du coup. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu voudrais, tout à l'heure je t'ai un peu coupé sur la présentation de l'homme Amadou Hampâté-Bâ. Est-ce que tu voudrais revenir sur un point fondamental de sa personnalité, essayer en tant que conteur d'amener les gens justement à lire des livres tels que je parlais tout à l'heure de Vie et enseignement de Tierno Bokar, mais on peut citer L'étrange destin de Vangrin, on peut citer donc j'ai déjà parlé des mémoires, Amkoulel l'enfant Peul, Oui mon commandant, et bien sûr des livres que j'ai ici, des livres purement, on va dire, d'études anthropologiques tels que Aspects de la civilisation africaine, d'un recueil de récits initiatiques comme Koumen, Kaïdara, L'éclat de la grande étoile. Mais je pense que, je t'interromps, si on veut rentrer dans l'univers d'Amadou Hampâté-Bâ, je crois que pour le comprendre, il va falloir de comprendre sa démarche. Il faut des années. Il faut des années parce que tout ce qu'il a, je dirais, tout ce qu'il a entrepris, toute l'œuvre qu'il a entrepris, tout ce qu'il a entrepris à travers sa vie, et il faudrait, je crois, c'est un enseignement, quoi. Et je dirais plus, on doit être, je dirais, à travers ses œuvres, on peut être initié. On peut être initié. Le sens, le mot, le sens de l'initiation, il prend toute sa valeur, enfin, ce qui me concerne, lorsque, depuis que j'ai décidé de me plonger dans l'univers d'Amadou Hampâté-Bâ, j'ai l'impression de ne jamais en finir. C'est un fond sans fin. Et je crois que depuis 15 ans, il influence ma vie. J'ai l'impression il est toujours là, à travers ce qu'il a fait, et c'est énorme en fait. C'est énorme. Non seulement je dirais, il a sauvegardé le patrimoine de sa région, de son peuple, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment un patrimoine de l'humanité, quoi. C'est un patrimoine de l'humanité. Et si vous avez la chance, comme j'ai eu la chance, de lire ses mémoires ou ses bouquins carrément au Mali, c'est-à-dire que vous vous immergez complètement dans le pays, dans la culture, et vous lisez Amadou Hampâté-Bâ, ça prend encore une dimension extraordinaire. Alors c'est vrai, donc Hassen, ça lui parle beaucoup. Moi, ça me parle énormément. Ça a influencé totalement le cours de ma vie personnellement. Donc je sais pas si ça aura le même écho en vous, peut-être même pas du tout. Franchement, il y en a qui adorent Gainsbourg. Moi, j'aime pas du tout Gainsbourg. Je sais pas si c'est un rapport, mais donc en tout cas, je vous invite peut-être pas à vous lancer dans les mémoires directement. Il y a 2 tomes de 500 pages. Vous pouvez commencer par le petit bouquin que j'ai là. Il n'y a pas de petite querelle. Voilà, un recueil de petits contes. Il y a un autre recueil, les contes initiatiques Peul, où il y a 2 contes, donc dont celui de Kaïdara, L'étrange destin de Vangrin aussi. Ça, c'est une personne, Vangrin, qui a compté énormément pour lui. Vraiment un filou, mais doté de qualités extraordinaires, et dont Amadou Hampâté-Bâ retrace la vie de manière très comme à son habitude, très imagée, très métaphorique, plein de paraboles. Et effectivement, à chaque fois qu'on peut lire à différents niveaux, le livre Aspects de la civilisation africaine, c'est un livre que je reprends tous les mois quasiment. Je découvre encore une signification, et parce que lire Amadou Hampâté-Bâ nous permet vraiment d'avoir une grille de lecture pertinente sur le monde d'aujourd'hui, et peut aussi nous donner les clés peut-être pour aller à l'encontre de ce fameux scénario de choc des civilisations. Amadou Hampâté-Bâ nous donne les clés d'un dialogue interculturel, on va dire, réussi. Est-ce que messieurs, vous voulez dire un mot sur Amadou Hampâté-Bâ, rajouter peut-être quelque chose? Tout a été dit en fait. Ce que je retiens, c'est son souci de transmission,
son souci de tolérance. Il insiste beaucoup, et ça me touche particulièrement, quand on se déplace dans une autre culture, il faut se vider complètement de sa culture d'origine pour comprendre. Or, nous sommes dans un monde où c'est un gros problème, où il y a des cultures qui se pensent tellement universelles qu'elles veulent imposer leur façon de voir à d'autres. D'où tous les problèmes que nous connaissons. Effectivement, c'est un élément très 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 important à prendre en considération, parce que avant de vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un, encore faut-il savoir de quoi il a besoin. Et on ne se pose pas souvent cette question, et malheureusement, nous voyons les résultats. Voilà, c'est ce que j'ai souvent retenu chez ce grand personnage africain. Et Amadou Hampâté-Bâ justement parlait aussi de deux sous-développements. On parle souvent du sous-développement matériel, mais il insistait aussi beaucoup sur le sous-développement culturel, et spirituel. C'est-à-dire que on peut insister sur ce développement-là, ce progrès-là, mais si c'est au détriment de l'intériorité des êtres, voilà aussi peut-être une des causes des troubles que l'on connaît aujourd'hui. On en avait aussi parlé, on avait parlé de la thèse d'Hannah Arendt, où justement du désert intérieur peuvent naître toutes les méchancetés, la méchanceté, tous les fanatismes. Et donc aller lire Amadou Hampâté-Bâ, c'est peut-être cultiver ce jardin-là. Je pense qu'Hassen aussi a su vous donner envie. En tout cas, moi, il m'a donné envie quand je rentrerai de relire un conte avant de me coucher. Merci beaucoup Hassen pour ta présence. Merci. Merci beaucoup au public d'avoir assisté à cette émission. Ce fut un immense plaisir. Vous pouvez donc nous retrouver en 2016 chaque mercredi de 21h à 22h sur Radio Campus. Vendredi, on sera là aussi, alors pas avec les micros, donc ce sera le grain consacré à l'initiation à la langue bambara, qui nous permet en fait, à partir de mise en situation, de rentrer de plein pied dans la culture, puisque là on y rentre justement par la langue même. On va rentrer dans les us et coutumes de la vie quotidienne malienne, en présence de ma femme notamment, donc qui est elle-même est malienne. Ça donne un peu de crédibilité à l'événement. Et voilà, donc on se retrouve tous les mercredis, vendredi au grain, ici même à 21h. Et pour ceux qui ont la chance d'être ici, je pense que peut-être Hassen, tu nous offriras un autre compte. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, et puis en plus tu es venu avec un dernier morceau pour finir en musique l'émission. Oui. Un morceau traditionnel malien. Malien, voilà. Musique qui du coup, parce que tu as appris le ngoni justement là-bas en Afrique. En Afrique, oui. Et puis j'ai été initié aussi avec tous les amis de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et tout, à la musique et à l'accompagnement de la danse aux percussions. D'accord. Pendant plusieurs années, donc j'ai fait quelques périples là-bas aussi. Au Mali. Ouais, j'ai au Mali. Au Guinée surtout. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Donc le ngoni, ça fait combien de temps que tu joues du ngoni? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Tu joues d'autres instruments aussi? Percussion. Percussion donc traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc j'étais initié au rythme codifié pour accompagner la danse. Et les percussions orientales et cubaines et afro-cubaines aussi. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant que tu sois venu compter avec ton ngoni, parce que souvent on peut voir des démonstrations de kora ngoni seul, alors que c'est presque incongru en Afrique de voir un joueur de kora seul, parce qu'il est souvent en fait l'accompagnateur du récit
Et oui, parce que, comme ils disent, en fait, d'un point de vue universel, moi je le dis, on ne peut pas vivre sans musique. Et la musique, c'est comme l'eau, on ne peut pas vivre sans l'eau. Et pour eux, là-bas, en fait, la musique, c'est comme l'eau, quoi. Ça coule de source. Donc pour eux, il est inconcevable de parler, de raconter, de dire quoi que ce soit sans musique. Ils vivent la musique, pour eux, ils sont musique. Tout est musique là-bas. Tout est musique. Et on entend, quand on lit Amadou Hampâté-Bâ, on entend la musique. On le sent aussi, ouais. On entend. Tout à parce fait. que quand il nous raconte ses veillées là, avec le chant de Goni ou de guitare malienne, c'est-à-dire qu'il y a le Goni comme ça, mais aussi le Goni tout petit là, et toutes les